devant un océan de terre qui rejoint à l'horizon le ciel gris d'une campagne morne, se tient un vieil agriculteur, désabusé, trop usé par le labeur. Le père Fouan n'a plus le choix. Il doit partager ses terres entre sa fille et ses deux fils. Ce roi lyre de la paysannerie, imaginé par Zola, écoute alors ses enfants calculer, méticuleusement, le montant de la rente qu'ils seront tenus de lui verser dans ses vieux jours. La vie du père est fouillée, étalée, discutée, besoin par besoin. On pèse le pain, les légumes, la viande, on estime les vêtements, on descend même aux petites douceurs, au tabac fumé, et on rogne encore un centime sur ce qu'on avait mis par jour pour le sucre. Le vieil homme est peut-être vivant, certainement mort aux yeux de ses enfants. Et le lecteur pressent que la maigre pension, âprement discutée sous les yeux de son bénéficiaire, ne sera jamais versée. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les membres du Conseil de l'Ordre, Madame, Messieurs les secrétaires, Mesdames, Messieurs, ici, la tragédie shakespearienne transportée dans les champs de la Beauce n'a pas eu lieu, et il vous appartient de préserver les familles, de la connaître. Une mère fut aidée et soignée par une de ses filles durant 10 ans, sans qu'elle n'eût jamais à souffrir de savoir ce que sa dépendance coûta à ses enfants. À son décès, les juges du fonds accordèrent à l'héritière la plus dévouée une indemnité sur l'indivision en compensation des sacrifices qu'elle avait consentis. Les cohéritiers, membres de la fratrie, le refusèrent et opposèrent à la demande de leur sœur la prescription. La cour d'appel ne les a pas suivis, jugeant que la créance était née contre la succession à la date du décès de la mère, ce qui conduit aujourd'hui les demandeurs à vous poser la question suivante. La créance, résultant de l'aide et l'assistance apportée par un enfant à ses parents, qui excède les exigences de la piété filiale, est-elle immédiatement exigible auprès de leurs bénéficiaires, en sorte que la prescription de l'action qui tend à son paiement peut courir du vivant de ces derniers? Vous répondrez par la négative. Délaisser sa vie pour la consacrer tout entière aux soins et à l'aide de son parent, âgé et dépendant. Par amour, voilà ce que peut un enfant. Par amour, voilà jusqu'où peut aller un enfant. Au-delà des obligations alimentaires du Code civil, au-delà de la commune mesure du devoir moral envers son parent. Sans cause juridique, injustifiée, ces excès de piété filiale méritent sur le fondement de l'enrichissement éponyme indemnisation. Par le parent, mort ou vivant, il vous faut trancher. Et pour cela, vous devez déterminer la date d'exigibilité de cette indemnité. De cet événement, le créancier peut contraindre le débiteur au paiement de sa dette et doit même le contraindre au risque de perdre son droit d'agir, car à cet événement se rattache le point de départ de la prescription de son action. Prêt à tout pour convaincre, le pourvoi postule aveuglement. L'enfant pourrait accomplir d'une main un geste de dévouement extrême et de l'autre venir immédiatement fouiller le portefeuille de ses parents. Ces deux actions sont simultanément incompatibles et de ce faux raisonnement procède une conséquence dangereuse. La prescription commencerait à courir avant que l'enfant n'ait pu agir. Le créancier serait privé de la juste et intégrale indemnité à laquelle il a droit en équité. Il vous revient de préserver la gratitude à l'égard du parent, d'une part, et prévenir l'ingratitude à l'égard de l'enfant, d'autre part. Lycurgue contre Léocrate, procès contre la lâcheté. Devant les jeunes Athéniens venus l'écouter, l'orateur leur enseigne l'importance de la piété filiale, vertu honorée par les dieux, que la pensée grecque rattache à l'agapé, forme d'amour inconditionnel. En ce qu'elle s'oppose à philia, l'amour réciprocitaire, l'agapé ne peut tenir pour injustifier l'absence de contrepartie à son dévouement. Il en résulte une impossibilité d'exiger, d'abord, et en ce qu'elle s'oppose à Eros, l'amour égoïste, l'agapé se refuse à heurter la personne qui fait l'objet de sa passion idéalisée. Il en résulte un refus d'exiger ensuite. L'enfant qui aide son parent n'est pas ce pauvre Martin chanté par Brassens,
cette pauvre misère qui retourne le champ des autres par tous les temps sans rémunération. Ce dernier peut agir immédiatement à l'encontre de ceux qui se sont enrichis à son dépens. Il a, au même moment, connaissance de l'injustification de sa situation, celle d'avoir exécuté une prestation économique sans contrat. Il peut, au même moment, évaluer la valeur de son appauvrissement. Ici, rien de tel. Ce qui est injustifié découle d'abord de ce qui est justifié, subjectivement, aux yeux de l'enfant. Animé par son amour filial, l'enfant ne peut déterminer si l'effet d'aide dont il est l'auteur entre dans la stricte exécution de son devoir moral ou bascule au-delà de ce devoir. L'injustification de ces dépenses dont la connaissance permettrait à l'enfant d'agir est alors obstruée par les mobiles de son acte. C'est au décès du parent, devant un patrimoine désincarné, que les yeux du créancier seront dessillés. Ce patrimoine agit alors comme un miroir, dans lequel se reflètent les avantages dont ont bénéficié les autres héritiers. Grâce à l'enfant, le passif successoral est allégé des frais de santé et d'hébergement qui auraient dû pourtant l'affecter, mais la règle d'égalité entre héritiers, elle, ne lui rend pas grâce. L'appauvri demeure appauvri, l'action prend donc vie à la fin de celle du parent. Et le paiement peut alors se substituer au dévouement, car ce qui était matériellement impossible devient possible. Impossible d'évaluer mensuellement le montant des heures passées au chevet de son parent mourant à lui apporter soin et amour. Possible à l'ouverture de la succession. Le créancier formule alors une demande indemnitaire globale permettant de compenser ses préjudices matériels et moraux. Si l'enfant est donc empêché d'agir à raison de son propre dévouement, il l'est encore davantage pour ne pas heurter l'objet de ce dévouement. C'est le refus d'exiger. En 1693, John Locke se moque des parents de son temps, trop passionnés par leurs enfants. Son dédain ne survivra pas son siècle, le suivant sera celui du basculement, de l'indifférence à l'affection. Rousseau pense alors la relation de tendresse de l'enfant à son parent comme le socle de toute société. Notre droit veille à ne pas l'éroder. Le Code pénal refuse, au titre des immunités familiales, de sanctionner l'enfant qui n'a pas dénoncé un crime commis par son parent. Le droit de la preuve exonère les enfants de l'obligation de se procurer un écrit auprès de leur géniteur. Permettre à l'enfant de solliciter du vivant du parent une indemnité reviendrait à profaner ce lien sacré. Maman, que faut-il donc que ce cœur te souhaite ? Des trésors, des honneurs, des trônes ? Non, ma foi, mais un bonheur égal au mien quand je te vois. Ni Victor Hugo, ni sa mère ne l'auraient accepté. L'enfant qui excède la piété filiale ne peut moralement contraindre en paiement de sa dette le débiteur, qui n'est autre que son parent adoré. Cette impossibilité morale, vous l'avez déjà mobilisée en matière d'enrichissement sans cause. Pour évaluer l'appauvrissement subi par une épouse qui avait travaillé sans être rémunérée aux côtés de son mari, vous avez retenu que le juge devait se placer à la date de la demande en divorce. La raison ? L'impossibilité morale pour l'épouse d'agir antérieurement contre son mari. C'est, par analogie, à compter de la rupture du lien affectif avec son parent que l'enfant peut agir, soit à la date du décès, car le lien familial est absolu. Don Rodrigue le clamera dans le Cid en choisissant de tuer le père de celle qu'il aime pour sauver l'honneur du sien. Enfin, en agissant du vivant de son parent, l'enfant briserait le tabou de la valeur économique de son amour filial. La sociologue Viviane Zelizer a pourtant démontré qu'à l'ère de la modernité, la sphère familiale s'est progressivement détachée de la sphère de l'argent, la première devenant un refuge à la seconde. Maupassant ne dit rien d'autre en décrivant comment l'immixtion soudaine de l'argent au sein de la famille de Pierre et Jean peut transformer l'amour filial en haine. La créance que détient l'enfant sur son parent est dès lors exigible au décès de ce dernier. Cette solution doit encore être approuvée, sinon la prescription poursuivra sa course dans un sens contraire à l'équité. Il vous revient de prévenir l'ingratitude à l'égard de l'enfant. Buoso Donati est mort. Toute sa famille est dévastée, affligée, accablée. Par cette nouvelle ? Non, par l'autre nouvelle. Toute la fortune de ce notable Florentin sera versée à une œuvre de charité. Les héritiers sont floués. Dans son opéra Il Trittico,
Puccini orchestre les manigances d'héritiers qui iront jusqu'à travestir l'identité de leurs défunts parents pour empêcher son geste post-mortem de générosité. Le pourvoi, lui, veut empêcher l'enfant d'être récompensé par une demande en paiement post-mortem auprès du parent. Comment ? En lui opposant l'expiration du délai de prescription, un délai qui n'aurait pourtant jamais dû commencer à courir. La prescription ne doit sanctionner que l'inaction imputable au créancier. En rattachant son point de départ à l'ouverture de la succession, vous garantirez à l'enfant, en équité, la possibilité d'une intégrale indemnité, vous valoriserez, au nom de la société, l'effort de générosité. Valorisé par l'équité, d'abord, valorisé par la société, ensuite. L'équité, c'est en écrivant son nom que vous avez prohibé le fait de s'enrichir aux dépens d'autrui. C'est aussi en son nom qu'en 1994, vous admettez que certains faits d'aide et d'assistance par l'enfant méritent juste rétribution. Votre unique préoccupation ? Garantir à l'enfant d'être pleinement indemnisé de ses efforts. Pour cela, vous n'avez pas hésité à distinguer artificiellement au sein de l'obligation naturelle insusceptible de répétition un seuil indemnisable. À cette date, la prescription de droit commun était de 30 ans, elle est aujourd'hui de 5 ans. 5 ans, ce n'est rien. Rien au regard des longues années que consacre l'enfant à son parent en situation de dépendance. Ce décalage temporel doit vous interpeller, car l'enfant risque de voir le montant de son indemnité se réduire à mesure que son action en paiement s'éloigne de son action en dévouement. Le geste de générosité en serait dévalorisé. Comme en 1994, votre unique préoccupation sera de garantir à l'enfant une entière indemnité. La prescription doit courir à l'ouverture de la succession. Cette solution est cohérente à 2 égards. Le premier, votre lecture de l'article 2224 du Code civil. Vous retenez que la prescription court à compter de la connaissance par le créancier de l'exigibilité de l'obligation, soit des faits lui permettant d'agir. L'enfant les connaît au décès de son parent. Le second, un corpus de règles qui veille à ce que la prescription ne vide pas de toute effectivité l'exercice de recours entre personnes ayant été liées d'affection. L'article 2236 du Code civil prévoit que la prescription ne court pas ou est suspendue entre époux. Le Code rural et de la pêche maritime indique, quant à lui, que l'enfant titulaire d'une créance sur salaire différé à l'encontre de son parent exerce son action au décès de ce dernier. Ce régime légal avait déjà inspiré votre œuvre prétorienne pour ouvrir à l'enfant dévoué un recours sur les principes de l'enrichissement sans cause. Vous achèverez cette œuvre afin de valoriser, au nom de la société, l'acte de générosité. L'histoire de la famille moderne est une histoire de reddition, de capitulation devant la solidarité. Les obligations alimentaires sont aujourd'hui conçues comme un minimum dont le débiteur s'acquitte par le simple versement d'une somme d'argent, la pension. Mais celui qui, mu par un instinct aigu de générosité, cohabite avec son parent, lui apporte soin et amour, en somme décide d'aider au-delà du nécessaire, doit être récompensé pour l'exemplarité de son geste. Je voudrais, sans les nommer, vous parler d'elle. L'anthropologue française Florence Weber a montré qu'au sein des fratries, les femmes sont celles qui le plus souvent assistent et aident leurs parents. En garantissant la possibilité d'indemniser entièrement leurs efforts, vous cesserez de les invisibiliser. Plus globalement, vous valoriserez un geste bénéfique pour la société tout entière. Notre droit n'a en effet jamais renoncé à écarter la famille des politiques sociales, la famille étant conçue comme un relais à cette action. Le Code de l'action sociale et des familles tient compte des aides apportées par les enfants à leurs parents pour déterminer le montant de celles ensuite allouées par l'État. Mais là où les personnes publiques chargées de l'aide sociale peuvent exercer un recours contre la succession du bénéficiaire de l'aide, là où une maison de retraite dispose, après le décès de son pensionnaire, d'une action fondée sur l'enrichissement sans cause à l'encontre des héritiers afin de recouvrer les impayés laissés par le défunt, l'enfant, lui, serait amputé de son action par l'effet d'un point de départ de la prescription inadaptée. Si des personnes extérieures à la famille peuvent agir à compter du décès, l'enfant doit le pouvoir à plus forte raison. Action semblable, prescription semblable. Vous mutualiserez ainsi au sein de la famille une indemnité à valeur sociale. Monsieur le Président,
Mesdames, Messieurs les membres du Conseil de l'Ordre, Madame, Messieurs les secrétaires, Mesdames, Messieurs, le père Fouan ne reçut jamais sa pension. Un de ses fils précipitera sa mort. Cet enfant devint l'héritier qu'il avait toujours rêvé d'être. L'enfant, lui, qui aide et qui aime, n'agit que pour la vie de son parent. Vous rejetterez.